Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Culture Soccer. J'espère que vous allez très bien. Cette semaine, je suis en compagnie d'Anthony de Varenne. Comment ça va, Anthony? Ça va très bien, toi, Antoine? Ça va. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas tous les deux sur un podcast, j'ai l'impression. Ouais, en effet, ça fait un petit bout de temps. Parfois, on était ensemble avec Adi. Parfois, tu le faisais seul avec Adi. Parfois, je le faisais moi seul avec Adi. Mais finalement, on se retrouve en tête à tête. Ouais, c'est ça. Pour une fois, Adi n'est pas là. Avant de commencer ce podcast très chargé, puisqu'on va parler un petit peu de la finale du SL, des derniers transferts en MLS, du match entre les États-Unis et le Canada en CONCACAF Nations League, je voulais juste mentionner avant que nous avons lancé un LiberaPay. Alors qu'est-ce que c'est LiberaPay? C'est une plateforme de cofinancement participatif. Donc vous pouvez aller sur notre site directement et regarder, on a un article qui s'appelle Par des passionnés pour des passionnés où nous lançons un petit peu cette plateforme. C'est une plateforme qui vous laisse choisir combien vous voudriez donner par mois. Si vous êtes toujours intéressé, ne vous inquiétez pas, le contenu de Culture Soccer reste 100% gratuit, rien ne change, pas la ligne éditoriale, pas le nombre d'articles, quoi que ce soit. Mais c'est juste un petit moyen pour vous peut-être de nous soutenir si vous en avez envie, puisque voilà, l'hébergement du site notamment nous coûte de l'argent, donc voilà, il n'y a pas de pub sur le site ni rien, on est complètement gratuit mais complètement bénévole. Voilà, si le cœur vous en dit, vous pouvez contribuer là-dessus. Une autre chose aussi dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est la draft de cette semaine. Ton club de cœur, Anthony, Nashville et aussi Miami vont choisir 5 joueurs dans un pool de joueurs de MLS qui ne sont pas protégés par leur club. On en parlera peut-être un peu la semaine prochaine, mais est-ce que tu as, parce que c'est mardi, le jour où le podcast sortira, que la draft aura lieu, mais est-ce que tu as, toi, des petites envies du côté de Nashville, des positions en particulier notamment? Ah ben c'est sûr qu'il faudrait que ça serait bien recruté au poste de gardien de but, en défense. Je crois que le reste, pas qu'on est bien, mais c'est pas les priorités en ce moment. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucun gardien, on a seulement un défenseur, Dave Romney. Donc pourquoi pas aller chercher un joueur que je connais bien, qui est déjà évolué en USL, Sébastien Ibeaga. Là, ça pourrait être une bonne signature, il est disponible, mais ouais, vraiment gardien, défense. Sinon, un buteur, là, s'il reste des bons choix disponibles par la suite. Oui, c'est clair que donc vous avez 5 choix, Miami aussi, et Miami qui va les faire sans entraîneur, parce qu'ils n'ont toujours pas nommé un entraîneur. Donc on va voir un petit peu dans quelle direction ça va se lancer. Mais on va commencer par parler par un truc qui te plaît énormément. C'est la finale de la USL qui se jouait hier soir vers minuit et demi, 1h30 du matin, je crois, en France, et donc 19h30 au Québec, c'est ça? Exactement. Ouais, et qui se jouait entre Louisville et les Royal Monarchs, qui sont la franchise réserve du Real Salt Lake, deux franchises sur lesquelles tu as écrit, Anthony, donc que tu connais très très bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette finale USL et puis nous dire, est-ce que tu es surpris du titre qui a été gagné par les Royal Monarchs? En fait, oui, j'ai été très surpris. Surtout, je crois que les Real Monarchs avaient une mauvaise nouvelle avant la rencontre, puisque Douglas Martinez, leur meilleur joueur, qui cette saison avait fait 17 buts et 7 passes décisives, là, donc un vraiment bon joueur, un espoir là, qui pourrait rejoindre les Real Salt Lake très bientôt. Il vient du Honduras et c'est ça. Il avait été suspendu pour une altercation là, dans la finale de conférence face à El Paso. Donc finalement, les Real Monarchs arrivaient à Louisville avec un joueur important en moins. Mais c'est ça. En plus, dès le début de la rencontre, là, Magnus Rasmussen, le milieu de Lou City, a marqué. C'était le but le plus rapide en finale de USL. Donc vraiment, là, ça donnait le ton à la rencontre. Mais Eric Holt, qu'on a pu voir à 5 reprises cette saison en USL, égalisé à la 25e minute. Ce joueur-là, on ne l'avait pas vu beaucoup en USL cette saison. On dirait là, que depuis le début des séries éliminatoires, il avait été impressionnant. Car même s'il est en défense, il a tout de même inscrit 3 buts dans ses playoffs. Donc 3 buts en 4 matchs pour ce défenseur central. C'est vraiment là, c'est superbe. Je sais pas si c'est le genre de joueur qui quand c'est le temps des playoffs, élève son jeu d'un cran et marque. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine en MLS, car c'est un homegrown player.
Donc, ça pourrait faire des ravages. Sinon, c'est sûr que quand on compare position par position, Louisville avait un bon milieu avec Rasmussen, Williams, McCabe. Mais tout de même, là, quand on le compare à celui des Real Monarchs, c'était pas mauvais non plus, parce que les Real Monarchs avaient Jake Blake, l'ancien joueur du Jacksonville Armada en NASL, où il a également joué au Tampa Bay Rowdies. Sinon, il y avait Justin Portillo, qui est vraiment un espoir là, du Real Salt Lake, d'ailleurs disponible à l'Expansion Draft. Sinon, Luke Mullen, qu'on a vu très souvent en MLS ces dernières années, un peu moins récemment, mais vraiment, il a apporté une expérience là, qui a fait du bien au Real Salt Lake. Mais vraiment, c'est ça. Si quelqu'un avait prédit une victoire des Real Monarchs avant la rencontre, j'aurais été surpris. Mais au vu de la rencontre, là, c'est mérité pour les Real Monarchs là, qui terminent cette saison-là en beauté. Parce que vraiment, là, à la mi-saison, il était 13e de la conférence suisse. Rien n'allait. Ils ont fait quelques transferts, ça leur a porté fruit. Changement d'entraîneur, Jamison Olave, un joueur marquant pour cette franchise là, qui est arrivé au poste d'entraîneur. Il était adjoint auparavant. Il est arrivé au poste d'entraîneur et vraiment a métamorphosé l'équipe. Juste pour dire, là, les Real Monarchs, c'est l'équipe qui a mis fin à la série de victoires des Phoenix Rising. Si je ne me trompe pas, c'est une équipe qui a vraiment fait un parcours sans faute dans les éliminatoires. Mais vraiment, quand je dis sans faute, c'est pas seulement dans les résultats, là, c'est bien plus. Une victoire de 6-2 au premier tour face à Orange County. Ils ont défait le Phoenix à domicile 2-1. Ils sont allés chercher la victoire face à El Paso, une équipe qui n'était pas facile à jouer récemment. Et finalement, ils s'imposent sur le terrain de Louisville. Donc, c'est amplement mérité pour eux. Et vraiment, là, on parlait de Louisville que c'était une équipe de caractère dans les derniers podcasts. Mais là, Real Monarchs ont prouvé là, que eux aussi ont du caractère parce que Louisville a semblé vraiment impuissant face aux jeunes Monarchs. Mais Louisville, c'est quand même une équipe qui est restée sur les deux dernières USL Cup, il me semble. Est-ce que pour toi, ça reste quand même la franchise de la USL, la franchise phare, malgré le fait que la saison régulière a été totalement dominée par Phoenix? Ouais, c'est dur à dire que c'est la franchise phare. Il y a quand même 31 autres clubs. C'est sûr que dans les prochaines années, il va y en avoir un peu moins là, avec le départ d'Ottawa et de Nashville, avec seulement l'arrivée de San Diego. Mais vraiment, je pense que la USL, sa force, c'est justement de ne pas avoir une franchise phare. Parce que à chaque fois que Louisville remportait le trophée, c'était jamais la meilleure équipe de la saison. Louisville, justement, leur point fort, c'était d'arriver en playoff et vraiment d'éliminer les meilleurs, comme qu'ils ont fait en éliminant les Riverhounds de Pittsburgh. Mais vraiment, c'est ça. Je crois que la force de la USL, c'est pas d'avoir une franchise forte, mais d'en avoir quelques-unes. Et avec cette magnifique victoire là, et cette magnifique saison pour les Royal Monarchs, je pense qu'ils viennent rentrer également dans les clubs forts. Là. On pourrait dire qu'il y a environ 5 à 6 clubs forts en USL. Du côté de l'Est, Indy Eleven, depuis le tout début, c'est une franchise forte. Tampa Bay Rowdies, Louisville. Peut-être, avec le temps, si les Riverhounds commencent à s'imposer en tant que prétendant dans le haut du classement à chaque saison, ils pourraient donner une franchise forte. Dans l'Ouest, ce serait les Phoenix Rising, Reno et désormais là, les Real Monarchs. Et j'allais te demander si c'était avait été une belle saison. Tu l'as dit, l'Ottawa Fury malheureusement va arrêter ses opérations. Il y a aussi Fresno qui va peut-être être délocalisé. Et puis dans les années à venir, Nashville part en MLS, Saint-Louis part en MLS, Sacramento va partir en MLS. Donc pas mal de gros poids vont partir de cette division. Donc comment tu vois évoluer un peu la ligue par rapport à toutes ces franchises qui vont bouger à court et long terme? Ben moi, ça me fait pas trop peur. Il y a encore des marchés qui ne sont pas exploités aux États-Unis, ou sinon des marchés qu'on voit que ça va très bien. Par exemple, la Ligue One, une équipe comme le Foreign Madison, avec tous ses départs, pourrait pourquoi pas rejoindre la Ligue. Je crois que vraiment, c'est pas pour rien que la USL a fait une Ligue One. Oui, c'est pour développer le soccer aux États-Unis, mais c'est peut-être aussi pour pallier à ses départs. Je crois qu'ils étaient en connaissance de cause là, en sachant que Nashville et tous les autres clubs pouvaient partir. Là. Vraiment, là, encore là, pour les prochaines expansions, Phoenix est encore dans la course. Donc, vraiment, c'est des gros clubs qui peuvent partir. Et vraiment, en ayant une Division 3 là, qui commence à bien marcher, on l'a vu avec sa première saison. Là, je crois qu'il y aurait
potentiellement des clubs de Division 3 qui pourraient rejoindre la Division 2, ou sinon vraiment des expansions là, comme Dem One qui pourrait arriver, l'équipe de David Villa à New York, de Queensborough qui va arriver bientôt. Il y a East Bay également, donc vraiment là, je suis vraiment pas inquiet pour la USL. Une ligue en tout cas qui va pas mal évoluer dans les années à venir. On va voir comment les gros clubs vont être remplacés. Et donc on peut passer un petit peu à la MLS si t'as plus rien à dire sur cette finale USL. Ça va, et pour les personnes qui en veulent un peu plus, là, il va y avoir un bilan qui va sortir dans les prochaines semaines. Oui, exactement, parce c'est un peu la saison des bilans. On a aussi eu le bilan de Ligue 1 qui est déjà publié, puis le CAN PL qui est bientôt disponible, et puis oui, l'USL sur lequel tu vas t'y atteler. Donc parlons un petit peu de transfert aussi et de Major League Soccer. Le plus gros coup, bien entendu, on va en parler directement, c'est le nouvel entraîneur de l'Impact de Montréal. Beaucoup de rumeurs circulaient sur des entraîneurs belges, des entraîneurs italiens, des entraîneurs européens en tout cas. Et finalement, le gros coup, c'est Thierry Henry qui est signé à l'Impact de Montréal et ça a été annoncé il y a quelques jours. L'ancienne star vedette de l'équipe de France et d'Arsenal restait, n'empêche, sur une très mauvaise expérience d'entraîneur ses débuts à Monaco, mais dans un effectif très compliqué. Donc c'est quand même, on va dire, à double tranchant. Ça peut être d'un côté excellent pour l'Impact, de l'autre, il y a beaucoup de risques qui sont pris. Qu'est-ce que tu en penses, Anthony? Beaucoup de choses ont été dites, en tout cas depuis sa nomination. Quel est ton avis dessus? Mais moi, honnêtement, je pense que si il a appris de ses erreurs avec Monaco, qu'il y a vraiment eu un reality check que je pourrais dire là, en arrivant à MLS, après faire bien. Mais moi, dès que j'ai vu la signature, je me suis dit, est-ce qu'il ne vient pas à Montréal pour faire une Vieira, c'est-à-dire rester peut-être 2-3 saisons, vraiment se faire un nom en tant qu'entraîneur et par la suite repartir en Europe? Je pense que c'est une bonne signature, mais je pense que si ça va bien, il restera pas très longtemps. C'est ça que j'ai peur, moi. C'est possible, mais je pense qu'il est là aussi pour rester un petit peu après son expérience frustrée de 3 mois. Après, il y a plusieurs questions qui se posent à son arrivée, notamment est-ce qu'il est fait pour la MLS parce que c'était un joueur qui se plaignait énormément de cette ligue lorsqu'il y jouait. Il se plaignait tout le temps du fait que les joueurs étaient pas assez bons, que les jeunes ne faisaient pas attention aux vedettes. Il y a une anecdote assez connue où un petit jeune qui s'appelle Dallouz, Austin Dallouz, essaye de lui faire un petit pont et Henry, dans la minute qui suit, le tacle par derrière. Alors, à l'entraînement, hein, toujours. Donc, il y a toutes ces petites anecdotes qui font en sorte que Henry est connu pour avoir un certain ego, on va dire. Red Bull, j'étais extrêmement frustré du niveau de ses coéquipiers parfois. Et à Monaco, on a aussi eu il y a eu plusieurs médias qui ont dit que voilà, c'était assez compliqué à Monaco parce qu'ils pensaient que ses joueurs étaient pas assez bons en fait. Il a un peu le syndrome d'autres joueurs qui sont passés entraîneurs et qui ont eu du mal. C'est Falcao qui disait aussi dans une interview que pour le club que finalement il avait des bonnes idées, mais 3 mois c'était pas assez pour les développer, donc aussi il n'était pas resté assez. Voilà, je sais pas si ça va être un pari sur le long terme pour l'Impact. Est-ce que si la première saison se passe mal, est-ce qu'il va pouvoir rester? Comment ça va se jouer avec les jeunes? Comment ça va se jouer avec aussi les vétérans? Ça va être très étrange de le voir à cette position. En tout cas, c'est excitant médiatiquement pour l'Impact. C'est un énorme coup. Ça fait longtemps que sur le site de la MLS, on parle vraiment rarement des franchises canadiennes et encore moins de l'Impact. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu autant d'articles dessus. Là, on a toute une série d'articles sur qui Henry pourrait signer, qu'est-ce qu'Henry va faire à Montréal, tout ça. Donc en tout cas, ça met les projecteurs sur Montréal. Oui, en effet, ça va être très bien pour Montréal. Je crois qu'ils vont avoir assez d'attention médiatique portée là, en provenance de l'Europe. Je pense que ça va être bien pour le club. Le club là, qui, on dirait, depuis le début de son ère MLS, vraiment, parfois les gens au club on critique le fait qu'ils n'ont pas assez d'attention médiatique. Là, c'est le temps. Là. C'est le temps de bien faire les choses. Et avec Thierry Henry, là, selon moi, là, ça risque d'être un bon entraîneur MLS. Là. Il a quand même été adjoint de la Belgique par la suite. C'est sûr, à Monaco, ça n'a pas très bien. Ça s'est pas très bien passé, mais juste le fait qu'un club comme Monaco le nomine, c'est-à-dire que c'est pas rien non plus. Là. On parle quand même d'un club qui a été champion de France il y a quelques années. Là. Mais vraiment, moi, qu'est-ce que j'ai hâte, Antoine, là, c'est de voir le premier match face aux Red Bulls, ou son accueil au Red Bull Arena. Là, je crois que ça risque d'être magique.
Oui, c'est clair. Et puis même à domicile, hein, on l'a vu sur les réseaux sociaux, pas mal de Montréalais semblent avoir renouvelé leur ticket avec l'effet Thierry Henry, sachant que la saison dernière, Montréal avait connu sa pire affluence de son histoire. Donc il n'y avait pas grand monde au Stade Saputo récemment, et c'est pas plus mal que voilà, on sait que Drogba avait amené pas mal de foule au stade, et peut-être il peut y avoir un effet Thierry Henry. Et ce serait pas mal. Le seul truc qui me fait peur aussi, c'est que j'ai cru voir que Thierry Henry, c'est lui qui a personnellement contacté le club pour avoir le poste d'entraîneur, et le français, ça a été le seul candidat interviewé du club. Je veux pas dire que c'est pas sérieux, même si ça reste Thierry Henry, mais je veux dire, Kevin Gilmore, le président de l'Impact, devait vraiment être extrêmement confiant du fait que Thierry Henry serait la bonne personne. Enfin, je sais pas ce qu'il a dû dire pendant son interview, mais pour interviewer personne d'autre, alors que ça fait quand même un petit bout de temps que l'Impact cherchait un peu un remplaçant en poste d'entraîneur. Enfin, personnellement, moi, ça me fait un peu peur, mais en tant que fan neutre, c'est génial. Voilà, je suis pas forcément fan de l'Impact, enfin, je suis pas un supporter de l'Impact, donc pour moi, c'est génial de voir Thierry Henry dans notre division. Ça apporte beaucoup, beaucoup de projecteurs. On a vu le journal français de l'équipe a fait déjà 2 pages sur Thierry Henry ces 2 derniers jours. Donc voilà, en tout cas, pour les fans neutres de la Ligue, en tout cas, c'est toujours plus sympa d'avoir lui à la place de William Cabrera sur le banc de l'Impact. Oui, c'est ça. Et on voit, comme tu parlais, on voit déjà l'effet des personnes de mon entourage qui parlent pas forcément soccer, qui parlent pas foot. Directement, quand ils me voient, ils font Hey, t'as-tu vu l'embauche de Thierry Henry et tout? Fait qu'il y a vraiment un effet au Québec sur Thierry Henry. Mais c'est ça, comme tu parlais, j'ose espérer que l'embauche n'a pas été je m'appelle Thierry Henry. Et là, Gilmer a fait c'est nous. J'espère qu'il y a quand même eu, il y a quand même eu un plus grand questionnement, mais j'ai hâte de voir ce que ça va faire. On va laisser la chance aux coureurs. Oui, c'est clair, exactement. Et puis, il y a un melon qui arrive, comme on dit en français, un gros melon qui arrive à Montréal. Et il y en a un autre qui repart de la MLS, de Los Angeles plus précisément, puisque Zlatan Ibrahimovic ne devrait plus être un joueur du Los Angeles Galaxy la saison prochaine. Enfin, il ne l'est plus. Il y a peu de chances qu'il reste en MLS. Il y en a qui parlent d'une arrivée à Miami, mais selon la plupart des médias, il serait un peu de retour vers l'Europe. Zlatan Ibrahimovic qui part, Anthony, quel bilan tu fais un petit peu de son expérience au Galaxy, flop ou plutôt bon joueur sur l'ensemble de sa carrière en Californie? Moi, je pense que personnellement, Zlatan a bien fait en MLS. Là, c'est vraiment, il a eu 2 belles saisons en MLS. Vraiment, je pense que le plus gros flop de son passage, c'est le fait que les Galaxy n'ont pas pu capitaliser avec son talent. Tu sais, ils sont allés chercher Zlatan qui, en 2019, a fait 31 buts là, quand même. Là. C'est excellent. Mais quand tu regardais derrière, là, on dirait que ça marchait pas. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'avec un talent comme Zlatan, ils auraient dû mieux recruter dans les autres postes pour justement devenir une équipe compétitive vraiment là, pour aller chercher le titre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et Zlatan n'a pas pu faire, tout seul. Donc, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais vraiment, il aurait peut-être dû. Le seul flop que je pourrais dire à son égard, c'est qu'il aurait peut-être dû peser ses mots parce que quand il dit qu'il repart de Los Angeles en héros, que c'est pratiquement le dieu du monde, c'est du Zlatan, mais quand tu dis ça, que la première année, ton club s'est pas qualifié par la suite de défaite au premier tour, je sais pas c'est qu'est-ce qui a gagné, mais en ce moment, Los Angeles est en noir et or. Là. Ouais, c'est clair. Non, en plus, il a signé son tweet d'un laconique. Vous pouvez retourner et regarder votre baseball. Ce Ouais, qui c'est m'a fait pas ça. mal rire, mais bon, c'est du Zlatan tout craché, c'est clair. Mhm. Perso, je suis assez d'accord avec toi. Il a des statistiques incroyables pour son âge. Enfin, il a quand même 37-38 ans et c'était un des meilleurs joueurs de MLS. Le souci, c'est que oui, le Los Angeles Galaxy n'avait pas de défense, alors qu'en attaque, ils avaient des mecs comme Pavone, Alessandrini, Dos Santos. Donc forcément, des équipes complets. Première année, grosse frustration de ne pas être passé en playoff. Dernier jour, battu par le Houston Dynamo qui était en plus déjà éliminé. Pour moi, il restera quand même. En fait, il est arrivé pile au bon moment. Je disais ça l'autre jour sur Twitter, mais c'est il est arrivé quand le LAFC est arrivé. Donc en fait, je pense que sans ça, le Galaxy médiatiquement aurait vraiment coulé.
Parce que d'un coup, dans la même ville, il y avait un tout nouveau stade, une toute nouvelle équipe, des fans en feu, un joueur comme Carlos Vela. Et en fait, Zlatan, ça a été la personne qui a réussi à garder tout de même le Los Angeles Galaxy dans l'esprit commun. Il a été dans tous les plateaux de télé au début de son arrivée au Galaxy. Donc ça montrait un petit peu que voilà, il n'y avait pas que le LAFC en ville et que médiatiquement, le Galaxy était toujours présent. Donc il a bien aidé à ça. Et il a bien aidé lors des El Trafico. Je crois qu'il a 8 buts sur ses 4 ou 5 derbies. Donc des stats assez incroyables, mais c'est vrai qu'il a un peu pêché enfin son équipe entière en fait a pêché et il n'a pas influencé le LA Galaxy en termes de trophées comme a pu le faire Landon Donovan, Keane ou encore Beckham. Ouais, et pour toi, c'est quoi ton souvenir MLS pour Zlatan? C'est une bonne question. Il y en a pas mal, mais déjà son arrivée était pas mal. Le tweet du LA Galaxy où il le poste et il est à côté d'un lion, d'un vrai lion, et il dit Los Angeles, you're welcome. C'était assez puissant. Et puis après, il y a tous ces magnifiques buts. Le premier match qu'il fait contre le LAFC, où le LAFC gagne, et les atteint entre, je crois, à la 70e minute. Et comme ça, de tête, je crois qu'il met un lob de 40 mètres Ouais. d'une volée sur son premier toucher de balle avec le Los Angeles Galaxy. Enfin, c'est fou. Moi, c'est ce genre de moment. C'est dingue. Tu vois, c'est comme il avait mis son 500e but en compétition officielle. Il l'a mis avec le LA Galaxy. Et il avait fait une prise de kung-fu contre le Toronto en mettant un ballon, enfin un but que personne d'autre que lui pourrait mettre. Donc voilà, c'est ce genre de. Il est toujours là quand on l'attend. Pour le 500e but, par exemple, il fallait qu'il mette une prise de kung-fu. Mais sinon, oui, c'est aussi en même temps la déception des playoffs ratés. Toi, tu as une image en particulier qui te reste? Oui, moi, là, ça reste encore dans le personnage de Zlatan, mais c'est sa gifle qu'il a mis à Michael Petrasso contre l'Impact et par la suite son rouge, là, c'était du Zlatan plus. Ouais, il Du en a eu pas Zlatan mal. craché. Il en a pas eu, il en a eu des moments comme ça. Il y a aussi un moment où il dit à Michael Bradley que c'est un philosophe du football, mais que lui a marqué plus de buts que Bradley a fait de matchs, donc il devrait la fermer. Il y a eu pas mal de moments comme ça qui sont très sympas. Dibra, en tout cas, il nous a bien amusé pendant quelques années. Maintenant, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le LA Galaxy, qui retournera peut-être l'année prochaine avec Romain Alessandrini. On ne sait pas encore s'il va rester, mais normalement, il y a aussi Christian Pavon et Jonathan Dos Santos, donc peut-être le moyen avec le salaire d'Ibrahimovic de se racheter une défense, ce qui serait pas mal. On va voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau. Pas encore de rumeurs au niveau de la défense. Par contre, déjà une rumeur au niveau du LA Galaxy, ce serait Cavani qui serait en route. On a du mal à croire qu'il partirait du PSG cet hiver, mais voilà, c'est une des rumeurs qui circule un petit peu, notamment en Italie. On va passer à ton club de cœur maintenant, Nashville SC, qui arrive, on l'a dit plus tôt dans l'émission, en MLS l'année prochaine. Nashville qui a déjà investi, il y avait une petite ouverture une ouverture d'échange en MLS il y a quelques jours, du 11 au 13 novembre. Et Nashville a investi dans 2 joueurs, Dax McCartney et Romney, du LA Galaxy justement. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces 2 signatures pour Nashville? Vraiment, Dax McCarthy, je pense on vient de recruter notre capitaine. Oui, il est quand même payé cher, 700 000 mais vraiment, on l'a pratiquement volé au Chicago Fire, là, vraiment en 100 000 là, 50 de TAM, 50 de gamme. Donc vraiment, c'est vraiment donné qu'on voit que Jay Chapman a été recruté pour 100 000 de gamme pour aller à Miami. Là, vraiment, je pense que c'est une belle acquisition. Son salaire fait peur un peu, là, mais avec le leadership qu'il a et l'expérience MLS qu'il a, là, je crois qu'il va nous donner un bien fou, puisque vraiment, là, les expansions aussi, souvent, qu'est-ce qui ne marche pas, c'est l'expérience. Dans les moments cruciaux, vraiment, les équipes, on dirait, se cassent. Et vraiment, avec Dax McCarthy, ça risque de garder les choses, on pourrait dire, un peu plus solides, ou en tout cas, garder les choses solides un peu plus longtemps. Donc, vraiment, Dax McCarthy, je pense que c'est une belle acquisition. D'ailleurs, Adi croit que McCarthy, Godoy, le fit peut être moyen. Moi, je me dis, laissons voir les choses, qu'est-ce qui va se passer. Personnellement, je crois que ça peut quand même bien faire. Un joueur comme Godoy est plus physique, vraiment donne tout sur le terrain. McCarthy, c'est un peu. Souvent, on pourrait dire qu'il est un peu plus effacile sur les terrains, mais il fait son job comme il faut. Il fait des belles passes, fait des belles récupérations. Donc, vraiment, je suis très content de son arrivée. Et sinon, comme tu l'as dit, il y a Dave Romney.
qui a peut-être pas eu toutes ses chances cette année avec les Galaxy, mais qu'on l'a vu là, par exemple face au LAFC là, lors de l'élimination. C'est vraiment pas le joueur qui a paru le moins bien. Et vraiment, là, j'ai quand même aimé ce que j'avais vu lors de ces séries éliminatoires. Et vraiment, là, je pense qu'il arrive à Nashville pour prendre part là, et lutter pour une place de titulaire. Et je crois que ce transfert-là peut lui faire un grand fou et peut lui permettre là, d'atteindre un autre niveau dans sa carrière. Là. Oui, et puis il est polyvalent, donc ça vous laisse pas mal de flexibilité après pour construire le reste de la défense. C'est pas mal. Et puis Dex McCarthy, comme tu l'as dit, je suis extrêmement d'accord. Je pense au début j'étais un peu perplexe, mais en fait je me suis rendu compte qu'il était jamais blessé, donc ça pouvait être vraiment. Enfin, il peut continuer encore peut-être 1 ou 2 ans à ce niveau. Grosse perte du Chicago Fire. Et puis j'ai entendu en interview, il a l'air de vraiment vouloir s'installer à Nashville. Donc j'ai très hâte. Il y a beaucoup de questions sur Nashville. J'ai l'impression qu'on les connaît pas très bien parce qu'on les entend beaucoup moins. Ils arrivent forcément avec Miami qui est attendu depuis des années en MLS. Donc ils arrivent un petit peu en discrétion. Mais j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire. Est-ce que ça va être sur le terrain, en dehors du terrain. On est tous très curieux. Et puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont récupérer à la expansion draft aussi. Voilà. Est-ce que tu as pas d'autres mouvements pour le moment, pas d'autres rumeurs pour les joueurs de Nashville? Non, en ce moment, pour vrai, les rumeurs, là, il y en a très peu, voire inexistantes. Vraiment, on voit que les dirigeants font les choses sérieusement et j'ai l'impression que quand il y a une rumeur, c'est que le club veut que la rumeur sorte. Parce que les deux rumeurs qu'on a eues, peut-être dans les 2 ou 3 dernières semaines, c'était Dax McCarthy et Dave Romney, qu'au final, ils les ont signés. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est peut-être le club qui les a laissés sortir ou je sais pas trop quoi. Mais non, vraiment, je suis assez confiant. Là. Vraiment, on a un directeur général là, en Mike Jacobs qui est intelligent, fait des choix intelligents. Ensuite, on a notre entraîneur qui connaît bien la ville, qui connaît bien les joueurs, parce que faut pas oublier que des joueurs USL qui vont pas suivre. On risque d'avoir la nouvelle autour du 30 novembre, mais vraiment, là, le club a dit que la différence au niveau entre la USL et la MLS était vraiment une grande différence. Donc, faut pas s'attendre à voir 7 joueurs de USL arriver comme à Cincinnati là, ou même à Minnesota il y a quelques années. Je crois que vraiment les dirigeants vont bien faire les choses et je crois que ça tombe quand même bien d'arriver en même temps que l'Inter Miami. On n'a pas la même pression et je crois qu'on peut faire nos choses un peu de notre côté. Et on va voir à la fin là, qui sera le meilleur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je rappelle juste à nos auditeurs, 2 joueurs aussi qui sont assez importants que vous avez déjà signés. Il y a David Akam, l'ancien joueur du Chicago Fire notamment, et votre seul joueur désigné pour le moment, Annie Mukhtar, qui vient de Brøndby, Brøndby, en tout cas au Danemark. Yes. Là. C'est ça, et qui a marqué 26 buts en 3 saisons, qui est un joueur désigné apparemment très très bon, mais un peu blessé ces derniers temps, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et on a également l'allié Randall Leal, international costaricain, qu'on a pu voir récemment avec le Costa Rica là, dans la CONCACAF Nations League. C'est lui qui a fait la passe sur le but de vainqueur de Francisco Calvo. Et il a débuté la partie face à Haïti. Donc vraiment, ça va bien pour lui. Et, en ce moment, il est à Saprissa au Costa Rica. Et il fait quand même une très belle saison. Là. À seulement 22 ans, c'est quelqu'un qui arrive en MLS avec un grand potentiel. Et selon quelques experts à Nashville, là, ils disent qu'il pourrait s'imposer assez rapidement à MLS. Et même Matt Dull du site MLS Soccer là, qui a écrit également que Randall Lee a le potentiel pour s'imposer assez rapidement. Là. Et bonne chance à eux. Et on va parler de 2 autres gros transferts de cette fenêtre d'échange en MLS. D'abord, Darwin Quintero. Il avait passé 18 mois à Minnesota avec des hauts et des bas. Mais, un talent pur, mais aucun effort défensif. C'est un peu comme ça que le voyait son entraîneur. Donc, il le laissait sur le banc souvent lors des matchs importants. Malgré ses très bonnes statistiques, il a notamment été le meilleur buteur de la US Open Cup cette saison. Donc 18 mois à Minnesota, le numéro 10 part pour le Houston Dynamo contre $600,000 de monnaie d'allocation. Anthony, quel bilan tu fais un petit peu de ces 18 mois à Minnesota? C'est sûr qu'il est arrivé, là, on pensait qu'il allait avoir un plus grand impact. En tout cas, moi, j'attendais Darwin Quintero vraiment de pied ferme. Là. Je m'attendais à du gros jeu parce que vraiment, Quintero, je me rappelle de son époque à l'América.
au Mexique. Il avait éliminé l'Impact en finale. J'étais là. Vraiment, le joueur m'avait impressionné. Mais on dirait malheureusement, là, cette saison, ça n'a pas été une très grosse saison. Là. Pour un joueur désigné, 10 buts et 5 passes décisives, là, c'est pas beaucoup, honnêtement. Mais vraiment, c'est ça. J'ai été quand même un peu déçu de son arrivée. C'est sa première moitié de saison en 2018, me semble, elle avait mieux été que sa saison cette année. Je sais pas s'il y a eu des différends avec Adrian Heath, mais vraiment, là, cette saison, c'était pas ça. Là. 10 buts, on peut s'attendre à plus de l'allié droit. L'année saison, là, la dernière saison, il avait fait 11 buts et 13 passes décisives. Donc vraiment, là, il a pratiquement réduit là, sa production totale de moitié. Ouais, je pense qu'une des explications aussi, c'est que la saison dernière, pardon, il jouait avec Christian Ramirez, qui est vraiment un attaquant qui prend les espaces, alors que cette année, il jouait plutôt avec une tour de contrôle, on va l'appeler Nigel Rodriguez. Donc pour moi, c'est pour ça que ça a aussi influencé son jeu, et peut-être le choix d'Adrian Heath. Mais Adrian Heath l'a moins titularisé cette année, parce qu'il faut dire qu'il faisait peu d'efforts défensifs. J'ai hâte de le voir à Houston, qui se construise une belle équipe offensivement. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre une défense. Houston qui est un nouvel entraîneur aussi, Tabamos. Donc c'est très intéressant de voir ce qui se passe un petit peu de ce côté du Texas. Et l'autre joueur qui a été échangé, qui était très important l'année dernière pour Atlanta United, c'est Darlington Nagbe, qui a été signé par le Columbus Crew où est son ancien entraîneur Caleb Porter, qui a notamment été son entraîneur à l'université d'Akron pendant 2 ans, puis à Portland pendant 4 ans. Il avait quitté Portland pour environ 750 000 dollars d'argent d'allocation, avec 300 000 en bonus un petit peu, et puis là ils auraient parti pour 900 000 d'Atlanta à Columbus, donc à peu près les mêmes sommes. C'est un joueur qui était extrêmement important pour Atlanta, j'avoue. Bon, on n'est pas surpris parce que les rumeurs étaient là depuis plusieurs mois, mais c'est dommage pour Atlanta parce que c'est un de leurs meilleurs joueurs, c'est un milieu qui vraiment casse toutes les lignes, et ça va être une très belle acquisition pour Columbus. Ouais, en effet, le Columbus, on l'a vu cette saison, ça l'a pas très bien été pour la première de Porter. Vraiment, là, avec Nagbe, là, il retrouve un joueur qu'il adorait. Comme tu l'as dit, ils ont été. Il l'a coaché à l'université, il l'a coaché en MLS. Donc, je crois que le duo peut refaire des scènes en 2020. Et vraiment, là. Non, c'est ça, superbe acquisition du crew. Là. J'ai rien à redire. Là. C'est une belle acquisition. Ouais, c'est vraiment bien. Et le coup qui perd, par contre, Federico Higuaín, qui va partir du club apparemment. On ne sait pas encore s'il partira en MLS ou pas, mais il est pas protégé dans l'expansion draft. Donc peut-être qu'on le verra partir à ce niveau-là. Voilà, je vais juste mentionner une autre rumeur qui est apparue hier, celle de Philippe Otto, l'attaquant de Nîmes, qui serait pisté par Dallas. Apparemment, il ne voudrait pas partir cet hiver. Dallas le veut que cet hiver, donc on ne sait pas si ça va se passer encore, mais voilà, peut-être un autre joueur de Ligue 1 en MLS. On peut passer à la dernière partie de ce podcast, le gros résumé du match USA-Canada. Anthony, tu as vu le match aussi en direct. Moi, je l'ai vu un petit peu après en différé, parce qu'il était très tard la nuit, donc je n'ai pas pu le voir. Mais en tout cas, une victoire 4-1 des États-Unis. Après un match où il y avait, c'est la CONCACAF Nations League, donc c'est pas vraiment une sorte de tournoi, mais avec des allers-retours, mais voilà, c'était un groupe avec Cuba, donc voilà, le match aller, le Canada avait gagné 2-0, ça avait fait pas mal de bruit médiatiquement parce que le Canada avait totalement dominé son match et ça avait pas mal coulé. Et là, par contre, surprise, avec pas mal de blessés, puisqu'il manquait Altidore, Pulisic, Stephen dans les buts. Je pense aussi il en manquait un dans les blessés, Michael Bradley, qui était avec le Toronto un peu blessé aussi. Et bien, les États-Unis s'imposent quand même 4-1. But de Jordan Morris dès la 2e minute. Jesse Zardes à la 23e. Jesse Zardes qui avait été préféré en pointe à. J'ai un truc qui a été qui avait été pris en pointe à la place de Josh Sargent. Ensuite, Aaron Long a triplé la mise à la 35e. Puis le Canada est revenu à la 72e avec Steven Victoria. Et finalement, Jesse Zardes a mis le 4e but à la 89e, juste avant la fin du temps réglementaire. Anthony, qu'est-ce que tu as pensé de cette performance du Canada et des États-Unis? Ouais, à la mi-temps, là, je me souviens, j'en parlais avec Caddy. Le 3-0 n'était clairement pas mérité. C'était le Canada qui avait le plus souvent le ballon. Vraiment, à la mi-temps, les États-Unis là, avaient eu 3 chances. Ils avaient marqué les 3 fois.
Je crois que ça a fait du mal au Canada d'encaisser très rapidement là, à la deuxième minute. Mais c'est ça. À la mi-temps, le 3-0, je le trouvais vraiment pas mérité. Selon moi, Brooks méritait un ou deux cartons jaunes là, pour des fautes, d'ailleurs une dans la surface. Donc, j'étais un peu, on pourrait dire, en colère à la mi-temps là, de ce score assez lourd. Mais durant la deuxième mi-temps, là, je me suis dit vraiment, ça devenait de plus en plus mérité parce que le Canada ne faisait rien et les États-Unis contrôlaient bien leur avance. Donc, résultat final 4-1, assez déçu du Canada, mais relativement logique finalement pour les États-Unis parce que ils ont pris leur chance. Vraiment, aussi, les États-Unis, là, ça leur prend pas beaucoup de chance pour marquer des fois et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, vraiment, un 4-1 au final logique parce que c'est l'inverse du match au Canada. Vraiment, le Canada a mis zéro effort, j'ai l'impression, parfois. Tandis que les États-Unis, là, je pense le fait qu'il y a eu des blessés, ça leur a porté fruit. Qu'un joueur comme Dest, un joueur comme Jackson Yuill, Leggett, même Zardes, qui est rarement titulaire, là, c'est des joueurs là, qui ont, quand je dis qu'ils ont mis des efforts, ils en ont mis, là, contrairement aux États-Unis lors du premier affrontement face au Canada. Là, ces joueurs-là étaient gonflés à bloc. Là. C'est très intéressant parce que c'était la première fois que l'entraîneur des États-Unis, Berhalter, mettait un peu à la poubelle son système de jeu qu'il a essayé d'implanter depuis qu'il a été nominé il y a à peu près un an, où il a essayé de vraiment faire construire à l'arrière un jeu de possession, blablabla. Ça n'a jamais marché avec les États-Unis parce que beaucoup pensent qu'on n'a pas les joueurs pour. Et ça, il y a beaucoup de frustration de ce côté-là. Par exemple, le Canada, ça avait été un flop complet au match aller. Et puis là, il a totalement mis ça à la poubelle pour faire un système de contre. Comme tu as dit, ils n'avaient pas la possession, les États-Unis. Mais comme l'a montré Seattle en finale de MLS Cup, comme l'a montré aussi la France pendant la Coupe du Monde un petit peu, ou Liverpool l'année dernière, aujourd'hui, la possession, ça ne veut pas forcément dire que tu domines. Hein, et là, les États-Unis avaient un peu moins de 30, je crois, 35% de possession à peu près. Et puis, ça n'a pas été un problème. Grâce à, comme tu l'as dit, des joueurs qui sont pas forcément titulaires tout le temps. Leggett a fait un très bon match. Zardes aussi, il a raté quelque chose comme d'habitude, hein, mais il a marqué un doublé, très bon match de sa part. Serginho Dest aussi, qui vient d'être naturalisé. C'est pour ça qu'on l'avait pas vu beaucoup. Très bon match de sa part. Brooks aussi est revenu. Aaron Long et Brooks, j'ai trouvé, ont pas mal muselé les attaques du Canada. Et puis Tim Rim même a été surprenamment bon. Enfin, il y a peu de joueurs, à part Areola, que j'ai pas trouvé excellent. Il y a peu de joueurs avec lesquels j'étais mécontent. Jordan Morris aussi a ressorti un match incroyable. Depuis quelques matchs aux États-Unis, c'est un peu la seule satisfaction. Là, il était aussi faisait partie des bons joueurs. Et donc pour les États-Unis, c'est pas mal. Ça montre qu'on peut jouer avec un autre système de jeu qui soit pas cette possession, mais qui soit un peu comme ce que faisaient les États-Unis de l'époque Bruce Arena ou Bob Bradley, qui était vraiment d'y mettre de la rage et de partir sur des contres rapides. Par contre, pour le Canada, ça pose un problème puisque le Canada était avide de points FIFA et de qualification aussi, puisque on va essayer de résumer ça très rapidement, même si c'est compliqué. Cette CONCACAF Nations League, ça va gagner des points FIFA, puisqu'il est important pour le Canada d'être dans les 6 premières équipes au classement CONCACAF, puisque les 6 premières équipes au classement CONCACAF se qualifient pour le hexagonal, qui est un tournoi avec 6 équipes, où les 3 premières sont qualifiées pour la Coupe du Monde 2022. Si on n'est pas dans les 6, le Canada va devoir passer par un tournoi qualificatif avec toutes les autres nations CONCACAF pour affronter ensuite le 4e du hexagonal pour ensuite peut-être se qualifier en Coupe du Monde 2022. Je crois que j'ai expliqué ça assez rapidement, mais c'est à peu près comme ça que ça marche. Et le Canada donc a manqué un petit peu sa chance de rentrer dans l'hexagonal avec cette défaite. Et il faudrait un miracle. En fait, il faudrait que les États-Unis ne gagnent pas contre Cuba, ce qui semble très compliqué dans 2 jours, pour que le Canada se qualifie en demi-finale de CONCACAF League, pour gagner ensuite des points FIFA. Donc c'est paraît très très compliqué pour le Canada et c'est une grosse occasion manquée, Anthony. Ouais, en effet, parce que là, je regardais, en tout cas, je suivais le match hier du Salvador face au Montserrat. Tu sais, quand tu es rendu à surveiller le Salvador pour voir si tu peux te qualifier, là, il y a un problème. Et malheureusement, le Salvador a emporté 1-0. Donc, c'est assez fou de voir qu'il y a une équipe de la Ligue B, de la CONCACAF Nations League, risque de nous dépasser, là. Je crois que si ça l'arrive, là, la CONCACAF va peut-être se mordre les doigts, parce que vraiment, c'est un non-sens que le Salvador participe au X avant le Canada. Mais le Canada peut en vouloir qu'à lui-même, là, parce que vraiment, un nul était possible à Orlando avec, comme on l'a dit tantôt, des blessés.
Mais c'est ça. Il y aurait juste une petite chose que je voulais rajouter par rapport au Canada, c'est le fait qu'Alphonso Davies soit encore en tant que latéral gauche. Là, les 3 premiers buts des États-Unis, c'était par sa faute. Une fois, il était trop sur le terrain. Une deuxième fois, il a fait une faute proche de la surface que finalement Aaron Long a marqué sur coup franc. Donc, il était souvent fautif. Et on l'a vu un peu plus tard dans le match monter. On a vu son réel talent. Là, vraiment, Herdman peut s'en mordre les doigts. Là. Oui, on n'a pas beaucoup parlé des performances individuelles canadiennes, mais c'est vrai que Davis en défense, c'était pas une bonne idée. J'ai trouvé aussi que c'était dommage qu'ils ne fassent pas rentrer, qu'ils ne mettent pas Cornelius directement titulaire. Victoria, malgré son but, n'a pas passé un très bon match. Pareil pour Henry. Enfin, la défense centrale, globalement, a eu énormément de mal. Si vous regardez le dernier but de Zardes, le 4e but, mais il n'y a plus aucune envie. Les joueurs sont vraiment pas marqués aux États-Unis. Et Cavallini aussi, j'étais un peu déçu. Il a été assez bien pris par Long et Brooks et même Tim Rim. Donc voilà, pas les grosses performances individuelles, alors que vraiment, je réitère, mais le 2-0 contre les États-Unis avait vraiment, moi qui ne suivais pas forcément cette équipe canadienne à tous les matchs, m'avait vraiment surpris et j'étais impressionné par les talents individuels. Là, un peu plus de mal. C'est quelque chose à oublier, mais ça devient extrêmement compliqué pour le Canada de se qualifier à la Coupe du Monde 2022. Et c'est vraiment dommage pour cette belle génération qui va devoir du coup attendre la Coupe du Monde à la maison en 2026. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce match? Sinon, au milieu là, des joueurs qui d'habitude font quand même bien, Arfield, Osorio, il y a quand même eu plusieurs déchets. En fait, un peu, on pourrait dire une faillite collective. Là. Au départ, l'entraîneur fait des choix un peu absurdes sur le 11 de départ et par la suite, les joueurs parfois n'ont pas je les sentais pas tout le temps impliqués là, à 100%. Donc, vraiment, faillite collective du côté du Canada et peut-être soulagement du côté de Berhalter avec les États-Unis. Là. Oui, parce que voilà, c'est aussi sa victoire, hein, Berhalter, parce qu'il a autant que Herdman a un peu raté sa tactique, Berhalter en lançant un petit peu ce jeu en contre et en titularisant Zardes, ce que je pense peu aurait fait. Moi, je n'aurais pas fait, par exemple, mais il a réussi un peu à gagner son pari face à Herdman et puis à redonner un petit peu d'honneur à cette équipe des États-Unis, même s'il reste encore beaucoup de travail du côté américain. On va voir ça un petit peu comment ça se décante lors des autres matchs de Concacaf League, mais ça veut sûrement dire en tout cas un chemin beaucoup plus compliqué pour le Canada pour la Coupe du Monde 2022 et c'est bien dommage. Cela conclura un petit peu notre émission. Il me semble, Anthony, on a fait un gros détour sur un petit peu toute l'actualité récente. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi, Antoine. En tant qu'animateur, je donne 100%. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver donc sur notre site, sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous noter, comme d'habitude, ou à réagir sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter, Instagram, Facebook, Twogoal, iTunes, Spotify, etc. Vous connaissez la musique. Du coup, n'oubliez pas, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez maintenant le faire sur LiberaPay. Le lien est sur notre site internet aussi. Et on se retrouve très bientôt. Beaucoup d'actualités dans cette off-season, beaucoup d'autres matchs internationaux, de compétitions, de draft, de transferts. Donc on va passer un très bon hiver tous ensemble. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao.